Bonjour à tous et bienvenue à notre présentation de la réglementation du dernier jour de travail d'un salarié dans le cadre d'un arrêt de travail. Voici le sommaire de cette présentation. Nous rappellerons la définition et règles générales du dernier jour de travail, quand, où et comment le déclarer, les conséquences en cas d'erreur, le dernier jour de travail en arrêt maladie, en paternité, en cas d'enchaînement de risques, en accident du travail et en temps partiel thérapeutique. Le dernier jour de travail, c'est le jour qui détermine le point de départ de référence à prendre en compte pour l'étude des droits et le calcul des indemnités journalières. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque nous recevons un arrêt de travail d'un salarié, on doit s'assurer que le salarié a suffisamment cotisé pour avoir droit au règlement des indemnités journalières. On va donc étudier les droits sur une certaine période. Cette période s'appelle période de référence. Cette période va être déterminée en fonction de la date du dernier jour de travail que vous nous aurez indiqué. Dès que vous êtes informé d'un arrêt de travail et que vous recevez une prescription médicale, vous devez saisir un signalement en DSN ou une attestation de salaire sur notre entreprise. Mais dans les deux cas, il faudra bien renseigner la date du dernier jour de travail. Le dernier jour de travail correspond à la veille de la date de début de la prescription médicale d'arrêt de travail, indépendamment des jours de la semaine. Cette règle signifie que si votre salarié travaille du lundi au vendredi, et donc il ne travaille pas le samedi et le dimanche, il a un arrêt de travail à partir du lundi. Son dernier jour de travail sera le dimanche, bien qu'il ne travaille pas le dimanche habituellement. Donc finalement, peu importe la situation de votre salarié avant l'arrêt, qu'il ait été en congé payé, en congé pour événement familial, en compte épargne-temps, en repos compensateur, en absence autorisée, payée ou non payée, en journée de solidarité, journée de RTT, jour férié chômé payé, jour de pont, chômage partiel, mise à pied, la règle générale s'impose, le dernier jour de travail correspond toujours à la veille du premier jour de la prescription médicale. Cette règle s'applique, sauf dans des situations particulières que nous allons évoquer ensemble. Vous le savez certainement, mais nous vous faisons tout de même un petit rappel. Le dernier jour de travail peut être déclaré selon votre logiciel de paye, soit par un signalement DSN qui est évidemment à privilégier car plus simple et efficient, soit par votre espace net entreprise DSIJ en reconstituant une attestation de salaire. Le dernier jour de travail doit être déclaré dans les 5 jours de la connaissance de l'arrêt si les indemnités journalières sont versées à votre salarié, au fil de l'eau avec un événement DSN, avec la DSN événementielle suivante si vous pratiquez la subrogation. Attention, un petit rappel. Le dernier jour de travail est à déclarer en cas d'interruption de travail de votre salarié d'au moins une journée, tout risque confondu. Ne vous dites pas, cet arrêt est d'une journée, je ne fais pas de signalement DSN car il ne sera pas indemnisé puisque la caisse primaire applique 3 jours de carence. Cette règle n'est pas toujours vraie car dans certains cas particuliers, nous réglons un arrêt dès le premier jour. La justesse du dernier jour de travail est importante et peut avoir des conséquences pour votre entreprise et la caisse primaire d'assurance maladie. Pour votre entreprise, c'est une charge de travail supplémentaire car vous devez faire une attestation rectificative si vous passez par notre entreprise ou une annulée remplace si vous passez par la DSN. Petit rappel, faites bien attention, si vous nous renvoyez une nouvelle attestation de salaire pour correction, pensez bien à cocher rectificative afin qu'elle soit prise en compte. C'est une conséquence sur votre trésorerie en cas de subrogation. Et puis pour la caisse primaire, c'est un allongement du délai d'indemnisation et très souvent un mécontentement de l'assuré. Pour mieux illustrer nos informations, nous avons choisi de vous présenter des cas concrets et nous commençons par le dernier jour de travail en arrêt maladie. Dans notre exemple, le salarié a travaillé du 19 janvier au 22 janvier. Il vous présente un arrêt maladie à partir du 23 janvier. Le cas est simple et classique. Le dernier jour de travail sera donc la veille du premier jour de la prescription, soit le 22 janvier. L'indemnisation pourrait commencer le 23 janvier. Votre salarié a travaillé du 19 janvier au 22 janvier. Le 22 janvier, il commence à travailler, mais il ne se sent pas bien.
Au lieu de finir sa journée à 17 heures, il quitte le travail à 13 heures. Il se rend chez son médecin qui lui prescrit un arrêt de travail débutant le 22 janvier jusqu'au 25 janvier. Dans cet exemple, le dernier jour de travail sera le premier jour de la prescription, soit le 22 janvier, même si le temps de travail de sa journée n'est pas complet. Pourquoi? Parce que toute journée de travail commencée étant légalement due par l'employeur, lorsque le salarié se voit prescrire un arrêt de travail un jour où il a travaillé, le dernier jour de travail correspond à la date de l'arrêt. Donc, le dernier jour de travail est bien le jeudi 22 janvier et l'indemnisation pourrait commencer le vendredi 23 janvier. Un autre exemple, votre salarié a travaillé le jeudi 22 janvier en journée complète. Il vous présente un arrêt de travail à compter du jeudi 22 janvier. Le dernier jour de travail est dans ce cas le jour de la prescription, soit le 22 janvier. Donc, en résumé, en maladie, maternité, adoption et maladie professionnelle, le dernier jour de travail est toujours la veille de l'arrêt, sauf si la journée a été travaillée. Un exemple d'un salarié qui a travaillé jusqu'au vendredi 23 janvier inclus. Il ne travaille pas le week-end, il vous présente un arrêt de travail à compter du lundi 26 janvier. Malgré le fait qu'il ne travaille jamais le week-end, le dernier jour de travail sera la veille de l'arrêt, soit le dimanche 25 janvier. L'indemnisation pourrait commencer le lundi 26 janvier. Prenons un exemple un peu similaire. Un salarié a travaillé jusqu'au vendredi 23 janvier inclus. Il a l'habitude de ne pas travailler le week-end. Il vous présente un arrêt de travail à compter du dimanche 25 janvier, qui est donc un jour habituellement non travaillé. Le dernier jour de travail est donc le samedi 24 janvier. L'indemnisation pourrait commencer le dimanche 25 janvier. Une autre situation, votre salarié est en congé payé du 2 janvier au 30 janvier. Pendant ses congés, pas de chance, il tombe malade. Il va voir le médecin qui lui prescrit un arrêt maladie du 12 janvier au 15 janvier. Dans cette situation particulière, le dernier jour de travail est donc la veille de l'arrêt, soit le 11 janvier, malgré le fait que le salarié soit en congé. Une information supplémentaire d'un arrêt de travail pendant des congés. Il est souvent pensé que nous ne pouvons pas percevoir d'arrêt maladie pendant les congés payés, ce qui est totalement faux. Un salarié peut cumuler arrêt maladie et congés payés. L'indemnité journalière peut être servie même si l'assuré reçoit de son employeur tout ou partie de son salaire et avantages en nature. Cela signifie que cela peut se cumuler avec des congés payés. En fonction des accords ou conventions des entreprises, elle peut se substituer aux congés payés qui sont alors déplacés dans le temps. Dans ce cas, il y a deux possibilités. Il est décidé après accord du salarié de décaler ses congés payés. Le salarié reste en arrêt maladie et prendra ses congés ultérieurement. Il n'est pas possible de décaler les congés et dans ce cas, le salarié bénéficiera de ses congés et en plus, il percevra des indemnités journalières pour son arrêt maladie. En ce qui concerne le fait de décaler ou non les congés, la caisse primaire ne peut pas vous répondre. Cette réponse est faite en fonction de votre convention collective ou accord de branche de votre entreprise. Passons maintenant au dernier jour de travail dans le cadre d'un congé paternité. Un petit rappel sur le congé paternité. Depuis le 1er juillet 2021, comme vous le savez, le congé paternité a changé. Il a été rallongé, il est passé à 28 jours pour une naissance simple, y compris les 3 jours employeurs, et à 35 jours pour une naissance multiple, y compris les 3 jours employeurs. Il peut être pris en une seule fois ou fractionné jusqu'à 3 périodes maximum. La première période dite obligatoire est de 7 jours minimum. Dans les 7 jours, il y a les 3 jours conventionnels de l'employeur et les 4 jours minimum de l'assurance maladie. Les 2 périodes restantes doivent être au minimum de 5 jours chacune. Mais l'assuré peut prendre son congé paternité en une seule fois. Dans ce cas, il bénéficiera des 3 jours de l'employeur et de la totalité du congé paternité. Donc, le congé paternité peut être pris en une seule fois ou fractionné. Mais dans tous les cas, vous devez réaliser un signalement DSN ou une attestation de salaire net entreprise au risque paternité pour chaque période.
Si vous faites un signalement en DSN du congé paternité pour chaque période, vous n'avez pas besoin de fournir en plus le tableau de fractionnement. Il se reconstitue automatiquement. Par contre, si vous établissez une attestation de salaire net entreprise, vous devez en parallèle nous transmettre le tableau de congé de fractionnement par le nouveau téléservice Gérer un dossier d'indemnité journalière, accessible dans le téléservice compte entreprise sur Net Entreprise, ou par courrier si vous n'avez pas encore adhéré à ce téléservice, ce que nous vous invitons vivement à faire. Si vous l'avez en votre possession, vous pouvez également nous fournir l'acte de naissance du nouveau-né par le téléservice Gérer un dossier d'indemnité journalière ou demander à votre salarié de nous le fournir. Il est essentiel au règlement du congé paternité. Vous devez donc réaliser un signalement DSN ou établir une attestation de salaire sur Net Entreprise pour chaque période de fractionnement en indiquant le dernier jour de travail qui est la veille de chaque période de congé paternité. En effet, dans le cadre d'un congé paternité, c'est simple, le dernier jour de travail, c'est la veille de chaque période de congé paternité, indépendamment des jours de la semaine. Dans notre exemple, un congé de naissance employeur de 3 jours a été pris par votre salarié jusqu'au 15 janvier 2024. Puis, un congé paternité de minimum 4 jours à partir du 16 janvier 2024. Le dernier jour de travail correspond au dernier jour du congé de naissance, soit la veille des 4 jours obligatoires, soit dans notre exemple, le 15 janvier. La veille du congé paternité accordé par la caisse primaire. Prenons un autre exemple d'un congé de naissance employeur de 3 jours, du jeudi 7 février au samedi 9 février. Une première période de congé paternité de minimum 4 jours, prise du dimanche 10 février au mercredi 13 février. Le dernier jour de travail sera donc le samedi 9 février, même si le salarié ne travaille pas le samedi habituellement. Nous sommes bien sur la règle générale. Dans le cadre d'un congé paternité, le dernier jour de travail correspond à la veille de chaque période de congé paternité, indépendamment des jours de la semaine. Maintenant, passons au dernier jour de travail en cas d'enchaînement de risque. Un salarié peut cumuler au cours d'une seule interruption de travail des arrêts qui relèvent de risques différents. Exemple, maladie puis maternité, sans que le dernier jour de travail diffère. Dans notre exemple, votre salarié a eu un arrêt maladie du 15 janvier au 25 janvier. À la fin de son arrêt maladie, le salarié prend son congé maternité à partir du 26 janvier 2024. Comme vous le savez, à chaque changement de risque, l'employeur doit établir une attestation de salaire sur Net Entreprise ou un signalement DSN. Mais le dernier jour de travail reste le même, soit la veille de la première interruption de travail. Dans notre exemple, le dernier jour de travail pour l'arrêt maladie est le 14 janvier et le dernier jour de travail pour le congé maternité est le même, soit le 14 janvier également. Donc, en résumé, en cas d'enchaînement de risque, l'employeur doit établir une nouvelle attestation de salaire ou signalement DSN pour chaque risque, mais le dernier jour de travail reste le même, soit la veille de la première interruption de travail. Étudions maintenant un autre type d'enchaînement de risque. Votre salarié a un arrêt maladie du 15 janvier au 25 janvier. Vous réalisez un signalement DSN au risque maladie ou une attestation de salaire sur Net Entreprise avec un dernier jour de travail le 14 janvier, veille de l'arrêt maladie. Elle attend un heureux événement et son médecin lui prescrit un congé pathologique du 26 janvier au 8 février. Pour rappel, le congé pathologique est de 14 jours et il peut être accordé à la future maman sur prescription médicale. Il est réglé sur le risque maternité. Attention, il n'est pas forcément consécutif au congé maternité, comme nous avons le cas dans notre exemple. Vous l'avez compris, on change de risque puisqu'on passe de l'arrêt maladie à l'arrêt pathologique qui est réglé en maternité. Vous devez donc refaire un nouveau signalement DSN au risque maternité ou une attestation de salaire Net Entreprise. Le dernier jour de travail sera le même que l'arrêt initial, soit le 14 janvier. Au bout de son congé pathologique, votre salarié ne reprend pas son activité. Son médecin lui prescrit un nouvel arrêt maladie du 9 février au 22 mars. On change à nouveau de risque puisqu'on passe du risque maternité au risque maladie. Vous devez donc refaire un nouveau signalement DSN au risque maladie ou une attestation de salaire Net Entreprise.
Le dernier jour de travail sera toujours le même que l'arrêt initial, soit le 14 janvier. Et enfin, le congé maternité débute le 23 mars. On change à nouveau de risque puisqu'on passe du risque maladie au risque maternité. Vous devez donc refaire un nouveau signalement DSN au risque maternité ou une attestation de salaire net entreprise. Le dernier jour de travail sera toujours le même que l'arrêt initial, soit le 14 janvier. On a donc 4 risques différents qui se suivent sans reprise de travail. Un enchaînement de risques. Et dans tous les cas, le dernier jour de travail n'a pas été modifié. Il reste la veille du tout premier arrêt, soit le 14 janvier. Un dernier exemple en cas d'enchaînement de risque maladie, puis maladie professionnelle. Votre salarié vous a fourni un arrêt maladie du 15 janvier au 25 janvier. Vous allez devoir réaliser un signalement arrêt de travail en DSN au risque maladie ou une attestation de salaire sur net entreprise avec un dernier jour de travail la veille de l'arrêt, soit le 14 janvier. Puis, il vous donne un arrêt en maladie professionnelle du 26 janvier au 1er mars. Vous allez devoir réaliser un signalement arrêt de travail en DSN ou sur net entreprise avec un dernier jour de travail le 14 janvier. Dans cette situation d'enchaînement de risque, maladie puis maladie professionnelle, le dernier jour de travail à prendre en compte est la veille de l'arrêt maladie, soit le 14 janvier pour les deux, risque maladie et maladie professionnelle. Maintenant, abordons le dernier jour de travail en accident de travail ou de trajet. Pour rappel, le jour de l'accident de travail ou de trajet est toujours à la charge de l'employeur, même si votre salarié n'a pas débuté sa journée de travail. Toute journée de travail débutée est à prendre en compte pour le dernier jour de travail, même si la journée n'est pas terminée par le salarié. Très souvent en accident de travail, la date du dernier jour de travail est le jour de l'accident. Dans notre exemple, votre salarié a eu un accident de travail le 15 février. Il a eu un arrêt de travail immédiatement après cet accident. Il nous fournit un certificat médical daté du jour de l'accident, soit le 15 février, et un arrêt de travail lié à son accident allant du 15 février au 17 février. Le dernier jour de travail sera donc le jour de l'accident, soit le 15 février. L'indemnisation débuterait à partir du 16 février. Le dernier jour de travail en cas d'accident de trajet. Dans notre exemple, le salarié a travaillé le 13 et le 14 février. Le 15 février, en se rendant à son travail, il a un accident de trajet qui a entraîné un arrêt lié à cet accident. Il a fourni un arrêt de travail en rapport avec cet accident et nous transmet un certificat médical daté du 15 février. En cas d'accident de trajet, la règle est la même que pour l'accident du travail. Le dernier jour de travail est le jour de l'accident de trajet. L'indemnité journalière est versée à compter du jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Donc, dans notre exemple, le dernier jour de travail est le 15 février, le jour de l'accident de trajet. En cas d'accident de travail ou de trajet, en plus de la déclaration d'accident de travail sur notre entreprise, vous devez réaliser un signalement arrêt de travail en DSN ou une attestation de salaire au risque accident de travail sur notre entreprise, avec comme dernier jour de travail le jour de l'accident, soit dans notre exemple, le 15 février. Une petite précision, vous interrogez souvent sur le fait que le salarié n'est pas arrivé dans l'entreprise, mais ce qu'il faut retenir est qu'à partir du moment où votre salarié sort de chez lui pour venir travailler, il est couvert au risque professionnel accident du travail. Le dernier jour de travail, dans le cadre d'un arrêt de travail et un accident de travail postérieur à la date de l'accident du travail. Dans cet exemple, votre salarié a eu un accident de travail le 15 février, mais il a jugé qu'il pouvait continuer à travailler, ce qu'il a fait pendant 2 jours, soit le 16 et le 17 février. Finalement, il retourne voir son médecin qui lui prescrit un nouvel arrêt à partir du 18 février. Dans cette situation, vous devez réaliser en DSN un signalement ou une attestation de salaire au risque accident du travail sur notre entreprise, avec un dernier jour de travail la veille de l'arrêt, soit le 17 février et non pas le jour de l'accident dans ce cas précis.
Comme vous le savez, dans le cas d'un accident de travail, une instruction préalable est nécessaire avant de statuer sur sa reconnaissance ou non. Afin de garantir un règlement à l'assuré, lorsque vous réalisez votre signalement en PSN, automatiquement 2 attestations de salaire sont transmises. Une attestation de salaire en accident de travail et une attestation de salaire en maladie. Lorsque vous réalisez une attestation de salaire en accident de travail par Net Entreprise, vous devez également réaliser une attestation de salaire en maladie. Donc, si nous résumons un peu les exemples que nous avons vus liés au risque professionnel. Le salarié a eu un accident de travail le 13 février. Il a eu un arrêt de travail consécutif et lié à cet accident du 13 février. Sur les 2 attestations de salaire au titre de la maladie et de l'accident du travail, le dernier jour à déclarer est identique. Dans notre exemple, il sera donc le 13 février. Abordons un dernier sujet, le dernier jour de travail en cas de temps partiel thérapeutique. Dans cet exemple, votre salarié a eu un arrêt temps plein du 1er octobre au 15 décembre 2024. Vous devez donc réaliser une attestation de salaire net entreprise ou signalement en DSN en indiquant un dernier jour de travail au 30 septembre 2024. Le 16 décembre, il reprend son activité, mais dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique du 16 décembre au 31 décembre 2024. La prescription du temps partiel thérapeutique est bien dans la continuité de l'arrêt temps plein. Vous établissez une attestation de salaire sur Net Entreprise pour la prescription en temps partiel thérapeutique en indiquant le dernier jour de travail au 30 septembre 2024, dernier jour de travail identique à celui de l'arrêt à temps plein, soit le 30 septembre 2024. Un autre exemple d'un salarié qui a travaillé jusqu'au 14 décembre 2024 inclus. Il vous présente une prescription en temps partiel thérapeutique du 15 décembre au 31 décembre 2024. Dans cette situation, le temps partiel ne fait pas suite à un arrêt à temps plein. La règle générale s'applique, donc le dernier jour de travail et la veille de la prescription, soit le 14 décembre 2024. L'exemple qui suit est plus sensible. Votre salarié a eu un arrêt à temps plein du 1er janvier au 15 février 2024. Vous réalisez un signalement DSN ou une attestation de salaire net entreprise en indiquant un dernier jour de travail au 31/12/2023. Le 16 février, il reprend son activité, mais dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, du 16 février au 31 mai 2024. La prescription du temps partiel thérapeutique est bien dans la continuité de l'arrêt temps plein. Vous établissez donc une attestation de salaire net entreprise pour la prescription en temps partiel thérapeutique en indiquant le dernier jour de travail au 31 décembre 2023. Dernier jour de travail identique à celui de l'arrêt temps plein. Durant ce temps partiel thérapeutique, qui va jusqu'au 31 mai 2024, ce salarié a un arrêt à temps complet du 1er avril au 15 avril 2024. Vous établissez un signalement en DSN ou une attestation de salaire net entreprise pour cet arrêt en temps complet, en déclarant un dernier jour de travail la veille de la prescription à temps complet, soit le 31 mars 2024. À la fin de cet arrêt à temps complet, soit le 15 avril, votre salarié reprend le cours de son arrêt en temps partiel thérapeutique pour la période restante, du 16 avril au 31 mai 2024. Vous établissez une attestation de salaire sur Net Entreprise pour la période restante du temps partiel thérapeutique, en déclarant un dernier jour de travail à celui déclaré lors de l'attestation de salaire initiale, soit la veille du premier arrêt à temps complet, le 31/12/2023. Terminons par un dernier exemple. Votre salarié a eu un arrêt de temps plein du 1er janvier au 15 février 2024. Vous établissez un signalement au DSN ou une attestation de salaire sur Net Entreprise en indiquant le dernier jour de travail au 31 décembre 2023. Le 16 février, il reprend son activité, mais dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique du 16 février au 10 avril 2024. La prescription du temps partiel thérapeutique est bien dans la continuité de l'arrêt temps plein. Vous établissez donc une attestation de salaire net entreprise pour la prescription en temps partiel thérapeutique en indiquant le dernier jour de travail au 31/12/2023, identique à celui de l'arrêt à temps plein.
Durant ce temps partiel thérapeutique du 16 février au 10 avril, votre salarié retourne voir son médecin qui lui prescrit un nouvel arrêt à temps plein du 1er avril au 15 avril 2024, qui va donc au-delà de la prescription au temps partiel thérapeutique. Vous établissez un nouveau signalement en DSN ou une attestation de salaire nette entreprise pour cet arrêt à temps complet en déclarant un dernier jour de travail la veille de la prescription, soit le 31 mars 2024. À la fin de cet arrêt à temps complet, soit le 15 avril, son médecin lui prescrit un nouvel arrêt à temps partiel thérapeutique du 16 avril au 31 mai 2024. Vous établissez une attestation de salaire net entreprise pour ce nouvel arrêt en temps partiel thérapeutique en déclarant un dernier jour du travail identique à celui de l'arrêt à temps complet qui précède, soit le 31 mars 2024. Pour conclure, voici un résumé de ce que nous venons de voir lors de cette présentation. En maladie, maternité, adoption, maladie professionnelle, le dernier jour de travail est toujours la veille de l'arrêt, sauf si la journée de la prescription a été travaillée. En paternité, pour la période obligatoire, le dernier jour de travail est toujours la veille des 4 jours, sauf soit la fin du congé employeur. Pour les autres périodes, c'est la veille du congé. En accident du travail, le dernier jour de travail est le jour de l'accident en cas d'arrêt immédiat ou la veille de la prescription si elle intervient après le jour de l'accident. En cas d'enchaînement de risque sans reprise de travail, le dernier jour de travail est toujours celui de l'arrêt initial. Pour le mi-temps thérapeutique, le dernier jour de travail est celui du dernier arrêt à temps complet qui précède ou la veille du mi-temps s'il n'existe pas d'arrêt à temps complet qui précède. Et enfin, le dernier jour de travail pour l'attestation de droit de plus de 6 mois doit être identique à celui indiqué sur l'attestation de salaire initiale. Cette présentation est maintenant terminée. Nous espérons qu'elle a répondu aux questions que vous vous posiez sur le dernier jour de travail à déclarer en cas d'arrêt de travail. Sachez également que pour vous aider et vous guider dans vos démarches, vous pouvez vous rendre sur le site de l'assurance maladie qui est amélie.fr dans la rubrique Entreprise. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube CPAM de Lyon, sur laquelle vous pourrez retrouver les différents diaporamas. Nous vous souhaitons une belle journée et à bientôt pour une nouvelle présentation.